Bienvenue dans Over the Rainbow, ton média diversifié, engagé et féministe. Inclusif, tolérant, coloré, curieux, ici, nous abordons toutes sortes de thématiques sociales, actuelles, intimes et souvent, hélas, tabous. Over the Speech, c'est la rubrique podcast d'Over the Rainbow qui s'adresse à tous en donnant la parole à toutes les femmes et plus largement aux personnes sexisées. Femmes cisgenres, femmes trans, non-binaires ou encore gender fluide, de toute couleur, confession, forme, horizon et de tout âge, notre diversité est une force. Over the Speech est un podcast d'entretien. Une nouvelle invitée est accueillie à chaque épisode pour faire entendre sa voix. Nous avons toutes des choses à partager, qu'il s'agisse de retours d'expérience, de rêves à accomplir et de conseils à donner. Derrière l'arc-en-ciel se trouve une aspiration optimiste et positive qui nous unit toutes et que nous désirons transmettre à travers ce podcast. Over the Speech diffuse l'espoir à travers vos histoires. Alors bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Over the Rainbow. Aujourd'hui, je suis très touchée et honorée d'accueillir Isée, une jeune femme très courageuse et inspirante qu'il me tarde d'écouter. Bonjour Isée. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va. Je suis ravie que tu aies accepté mon invitation pour venir témoigner au micro d'Over the Rainbow parce que je trouve que ton histoire est très touchante, même si elle n'est pas facile. Je pense qu'il y a vraiment un tabou autour des thématiques qu'on va aborder aujourd'hui, alors qu'il est très important d'en parler. D'ailleurs, je fais un petit trigger warning pour prévenir que cet épisode va parler de problèmes de santé mentale, de dépression et de suicide. Donc, si ce sont des thématiques sensibles pour vous, il vaut mieux en être conscient et ne pas écouter si vous n'y êtes pas prêt. Je vais donc te poser plusieurs questions pour te guider lors de ton témoignage. Certaines ont notamment été posées par des abonnés. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi poser vos questions à nos invités, rendez-vous sur Instagram où je demande chaque fois votre participation. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, te présenter ? Alors donc je m'appelle Isée, j'ai 22 ans, j'habite à Nantes, je viens de Paris et je suis en école de commerce pour mes études. D'accord, super. Et du coup, est-ce que tu as des passions dans la vie, des choses que tu aimes faire ? J'adore la cuisine, Ouais. j'écris beaucoup, j'adore écouter de la musique, je joue du piano et j'aime bien faire tout ce qui est sur Instagram, ma page autour de la santé mentale parce que je trouve que c'est important. Ouais, d'ailleurs, on va en reparler justement de ton compte Instagram parce que je pense que c'est très important d'en parler et puis d'inviter aussi les auditeurs à aller voir parce que moi, je trouve que c'est un super compte qui est hyper intéressant. On apprend beaucoup de choses dessus et c'est vraiment un compte feel good, etc. Quand tu mets des petites photos, là, par exemple, tu avais mis des petites photos d'animaux, de bébés animaux. C'est vraiment genre c'est un compte qui fait du bien en fait et donc je recommande vraiment de le suivre évidemment, ce sera en description. Est-ce que pour commencer, tu peux nous parler de toi quand tu étais petite, quel genre d'enfant tu étais ? Alors j'ai toujours été une enfant assez joyeuse. J'aimais bien rigoler, faire des bêtises avec mon frère, mes parents. Ouais, j'étais assez joyeuse. D'accord. Et du coup, ouais, t'as un frère, c'est ça ? J'ai un petit frère. D'accord, un petit frère. Ok. Alors, est-ce que, donc du coup, tu nous dis que tu étais une enfant plutôt joyeuse, voilà, insouciante. Est-ce que tu te rappelles quand est-ce que tu as commencé à avoir des problèmes de santé mentale ? Oui. Alors en fait, pour moi, tout a commencé quand mes parents ils ont divorcé. Mmh. J'avais 10 ans, 11 ans à peu près. C'était entre le CM2 et la 6e, donc Ok. juste pile au mauvais moment. Ouais, Et, déjà un moment où il y a des changements et tout. Exactement. Donc, Et du coup, j'ai dû faire avec, surtout donc, que mes parents ont divorcé parce que mon père a découvert qu'il était homosexuel. Donc moi, à cet âge, je comprenais pas du tout ce que ça veut dire, ce que ça voulait dire. Donc j'ai juste fait avec. Et après, c'est là que j'ai commencé à avoir un petit peu des idées noires, des problèmes. Donc pour moi, c'est venu de là. ouais, d'accord. Et pour toi, qu'est-ce qui a été difficile justement dans l'annonce de cette homosexualité ? Est-ce que c'était juste le fait que peut-être tu te sois sentie trahie parce qu'avant il vivait du coup avec une femme, ta maman ? Ou est-ce que ça a été la façon dont ça a été annoncé ? Qu'est-ce qui a
selon toi, le plus c'était difficile pour toi? C'était parce que je me posais des questions existentielles. En fait, dans ma tête d'enfant, quand je réfléchissais à ça, je me disais, mais si on avait vécu à une autre époque, si mon père avait découvert qu'il était homosexuel à notre âge, comme généralement ça se passe aujourd'hui, Mmh. ben en fait, j'aurais jamais existé. Ouais. Donc du coup, je me disais, pourquoi j'existe, enfin, pourquoi je suis encore là? Parce que du coup, je me disais, je rappelle à mon père sa vie d'avant, je rappelle à ma mère sa vie d'avant, c'est douloureux pour les deux, donc est-ce que j'ai encore une raison d'être là? Ouais, je vois. Tu te sentais un peu, bah, entre tes parents et tu avais l'impression un peu d'être un poids peut-être, Exactement, quelque ouais. chose qui les reliait et tu te disais: «Bah, en fait, ils ont plus envie d'être reliés», Ouais, alors après, ça a beaucoup changé aujourd'hui parce que mes parents, aujourd'hui, ils ont une relation, c'est des amis qui sont très proches. Ouais. On fait toujours des choses tous les quatre avec mon frère. Il y a pas très longtemps, il y a ma grand-mère qui est décédée et mon père, il était présent avec nous, Ouais. comme si mes parents ils étaient encore mariés. J'adore la relation qu'on a encore tous les quatre. Ouais, Aujourd'hui, je vois. ça a vraiment évolué, donc Oui, aujourd'hui, du coup, ça fait plus de 10 ans ouais, qu'ils se sont séparés et au final, maintenant, ça va mieux, enfin, vous avez retrouvé, en fait, un équilibre de famille, exactement, ouais. On est comme une famille très différente des autres, mais ça reste une famille. Ouais, je vois. Et du coup, donc tu as eu ce 1 élément, déclencheur, donc l'homosexualité de ton papa, la séparation de tes parents. Qu'est-ce qui t'a conduit, spécifiquement à ressentir une, réelle souffrance et des problèmes de dépression, hem, qu'est-ce que tu ressentais, au fond de toi? En fait, je saurais pas vraiment l'expliquer. Je pense que ça m'a vraiment éclairé depuis que j'ai eu le diagnostic d'être borderline, parce Mmh. que du coup, ça veut dire que c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi et Mmh. que c'est pas forcément un traumatisme ou le divorce de mes parents qui aurait vraiment causé tout ça, mais voilà, c'est la personne que je suis qui fait que je me pose toutes ces questions et que parfois j'ai des idées un peu déplacées, enfin pas Oui. déplacées, mais pas normales, quoi. Ouais, je vois. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la dépression, parce que je pense que, enfin, quand on ne traverse pas ça, on sait pas forcément ce que c'est. On peut avoir des idées un peu clichés dessus et au final, on se rend pas trop compte. Donc, comment est-ce que, ça se caractérise une dépression et comment est-ce qu'on se sent quand on est en dépression? Alors, il y a pas très longtemps, j'étais, aux urgences médico-psy et j'ai parlé à un psychiatre qui m'a dit: «Vous pouvez pas être dépressive et optimiste». Mmh. Et moi, je lui ai dit: «Mais je suis pas d'accord avec vous». Et en fait, je pense que c'est vraiment la façon dont je me sens, c'est que la dépression, c'est pas rester allongé au fond de son lit et rien faire, hem, c'est pas rester tout seul tout le temps, ça peut être quelque chose qui va être, en dessous de tout ce qu'on ressent dans la vie de tous les jours. Et moi, j'arrive très bien à vivre ma vie de tous les jours, à voir les choses positives, à sourire, etc. Et pourtant, j'ai quand même des tendances dépressives. Mmh. Donc la dépression, c'est vraiment se poser des questions très existentielles et se demander quel va être le sens de notre vie, qu'est-ce qu'on a envie de faire en fait de notre vie, et pas trouver de réponse à ces questions-là. Ça va être de l'anxiété, des angoisses qui vont prendre beaucoup plus de place, se déconnecter de la réalité, avoir du mal dans les relations avec les autres. C'est plein de petites choses en fait, ça dépend vraiment des personnes aussi, ça s'exprime différemment chez les personnes. Mais c'est plein de petites choses qui s'accumulent et qui font qu'on a une charge mentale qui est énorme et qu'on est fatigué et qu'on n'arrive plus à continuer. Ouais, je vois. Parce que c'est vrai que toi, au final, de l'extérieur, tu es une personne, qui est souriante, qui est, enfin, quand on te regarde comme ça, on pourrait pas, imaginer qu'en fait, tu souffres de dépression. Donc c'est ça qui est hyper ambivalent. En fait, on a vraiment une image cliché et au final, c'est beaucoup plus, complexe que ça. Donc c'est vraiment, intéressant et un jour justement, la dépression, devient trop forte, trop difficile à supporter et tu décides, pour la première fois d'essayer de mettre fin à tes jours. Est-ce que tu peux nous parler de cette première tentative de suicide? Qu'est-ce qui a provoqué, cet événement? Alors ça faisait, je sais pas, 6 mois, 7 mois que j'étais arrivée sur Nantes pour mes études. C'était la première fois que je vivais toute seule, que Mmh. j'étais loin de mes parents. Et je pense que la solitude, elle m'a énormément pesée, que toute la pression de la prépa est retombée et qu'il y a beaucoup de choses en fait qui sont ressorties et des choses que j'arrivais plus à gérer.
Et donc, j'ai avalé une boîte de médicaments. Je l'ai Mmh. vidée sur la table et j'ai tout avalé comme ça, comme si c'était, je sais pas, des bonbons Mmh. ou voilà, c'était, je sais pas, c'était vraiment un truc très instinctif. Je saurais pas du tout, je réfléchissais pas du tout à Ouais, ce c'est ça, moment-là tu en t'étais fait. pas dit: «Je vais faire ça dans le but de mettre fin à mes jours». C'était comment, en fait, dans ta tête? Si, alors c'était un petit peu prémédité, on va dire, parce Mmh. que j'allais pas bien le soir d'avant. Et c'est vrai que j'avais passé la nuit chez des amis qui m'avaient hébergée. Et puis après, j'étais retournée chez moi et je m'étais dit, je vis ma journée comme il faut, mais là, ça va plus. Mmh. Et donc toute la journée, c'est un peu un truc qui a mûri dans ma tête. Et c'est vrai que le soir, bah, quand je suis rentrée chez moi, que je me suis retrouvée toute seule dans mon appart, il faisait nuit, directement, j'ai vu la boîte de médicaments et là, j'ai plus réfléchi, je les ai pris. Ouais, je vois. Et après, comment ça s'est passé, une fois que tu as pris cette, boîte de médicaments? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors après, mon cerveau s'est rallumé Mmh. et je me suis dit, merde, Izzy, tu viens de faire une grosse connerie. Donc j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé les pompiers. Ouais, Et je leur ai dit, bonjour, j'ai pris des médicaments. ouais, Et donc là, bah, tout de suite, il y a les pompiers qui sont venus me chercher et puis qui m'ont emmené à l'hôpital. ouais. Et du coup, ça s'est passé comment pour toi cette hospitalisation qui a suivi? Alors au début, je suis restée 2-3 jours à l'hôpital parce qu'en fait, je dormais, enfin j'étais inconsciente, quoi. C'était les médicaments. Quand je me suis réveillée, on était, bah voilà, il y avait 2-3 jours qui étaient passés. Il y a mes parents qui étaient dans le train pour venir me voir. Et très vite, quand mes parents sont arrivés, qu'ils ont rencontré la psychiatre du service, la psychiatre leur a parlé d'hospitalisation en leur disant là c'est grave, il faut vraiment faire quelque chose. Alors moi j'avais pas du tout envie, mais on en a discuté et puis finalement je me suis dit ce serait peut-être pas si mal que ça. Mmh. Et donc c'est là que j'ai décidé de me faire hospitaliser en hôpital psychiatrique. D'accord. Et ça a duré combien de temps, en hôpital psychiatrique? Ça a duré un mois. Au départ, j'étais dans une unité pour adultes. Et après, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance parce que à Nantes, il y a une unité spécialisée pour les adolescents et les jeunes adultes, OK. mais qui est très prisée, où il y a très peu de place. Et là, il y a une place qui s'est libérée. Et comme j'étais en situation d'urgence, j'ai pu avoir cette place et être transférée dans cette unité pendant 3 semaines. Ouais. Et du coup, toi, tu te sentais comment? Tu te sentais mieux quand tu étais, hospitalisée? Enfin, qu'est-ce que tu as fait pour travailler sur toi, pour comprendre ce qui s'était passé? Alors, ce qui était dur au début, c'est que bah, quand on se retrouve en hôpital, on a rien, on n'a pas son téléphone, on est avec des gens qu'on connaît pas, et on se retrouve tout seul dans sa chambre, et en fait, on se retrouve face à soi-même, et c'est ça qui est super difficile. Moi, j'arrivais pas à le supporter au début, je voulais pas réfléchir, je voulais pas être face à moi-même, je voulais m'échapper de tout ça, et c'est un peu à ça que ça force l'hospitalisation, c'est se reconcentrer sur soi-même, essayer de prendre soin de soi. Mmh. Ça voulait dire manger, bien faire les rendez-vous avec les psychiatres et pas juste être là présente au rendez-vous et attendre que ce soit terminé. C'était parler et essayer de trouver des solutions. Et puis après, quand j'étais dans l'unité spécialisée pour les jeunes adultes, on avait des objectifs qu'on mettait en place quand on arrivait. Donc c'était une hospitalisation qui était très encadrée et où on avait vraiment un travail en profondeur qui était fait sur nous. Et ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Et au niveau de tes proches, comment est-ce que ça s'est passé pour eux? Déjà d'apprendre, que tu avais essayé de mettre fin à tes jours, ça doit être, très compliqué quand on est, dans la vie de quelqu'un. Comment est-ce qu'ils ont réagi à ça? Est-ce qu'ils ont ressenti de la culpabilité? Ah, peut-être. Je ne saurais Ouais, pas tu répondre à saurais pas cette trop question parce répondre. que personne m'en a parlé. Ouais. Après, je sais que j'ai été très soutenue par mes amis. J'ai des amis qui venaient me voir très régulièrement à l'hôpital et j'ai trouvé ça vraiment bien parce que, bon, voilà, c'était quoi? C'était il y a 2 ans, j'avais 20 ans. Et donc, du coup, je me disais que bah, les gens de mon âge, ils auraient trop peur, ils viendraient pas me voir, ils Mmh. voudraient plus être amis avec moi, des choses comme ça. Et puis finalement, j'ai été énormément soutenue et ça m'a beaucoup aidée. Et puis mes parents aussi m'ont pas mal soutenue, donc ça aussi, Ouais. ça m'a aidé. Bah, après, je voyais que mes parents étaient tristes, mais c'est la première fois d'ailleurs que j'ai vu mon père pleurer quand il m'a laissé à l'hôpital Ouais. Tu as vu que c'était psychiatrique. vraiment, J'ai un vu que c'était bouleversement? difficile pour eux, mais je pense qu'après, voilà, ils savaient qu'on allait bien s'occuper de moi. Donc, Ouais, c'est ça, ils faisaient confiance, à l'hôpital et cetera. Et après cette première tentative, cette hospitalisation, pardon, tu reprends, le cours de ta vie. Donc comment est-ce que ça se passe, quand tu sors de l'hôpital?
Alors en fait, pour sortir de l'hôpital, on passe d'abord par des permissions, c'est-à-dire que d'abord ils vont nous laisser aller une après-midi, rentrer chez nous, voir Mmh. des amis. Après, ils vont me laisser rentrer un week-end chez moi pour voir comment ça se passe de passer une nuit chez moi. Et une fois que je me sens à l'aise et que je dis là, c'est bon, je suis prête à rentrer, après, ils me laissent sortir. Et j'ai toujours le numéro de l'unité, d'ailleurs, il est encore dans mon téléphone. Si Ouais. jamais j'ai un problème, je pouvais les rappeler et puis revenir quelques nuits par sécurité. Donc voilà, c'est tout en douceur. Mmh. Et après, j'ai dû reprendre les cours. J'ai continué un peu à faire de l'hôpital de jour. Donc c'était, voilà, il y avait une période où c'était entre l'hôpital et la maison, et après totalement chez moi. Ouais. Et j'ai repris les cours, ça s'est plutôt bien passé. J'ai réussi à rattraper le mois que j'avais manqué Ouais. assez rapidement. En tout cas, ça n'a pas eu de conséquences sur mes études. Euh, et sinon, bah oui, ça s'est plutôt bien passé. Ouais, d'accord. Donc, tu as eu un retour à la vie normale assez progressif et assez doux Mm. finalement. Et pourtant, tu es retombée là-dedans, dans les tentatives de suicide, etc. Qu'est-ce qui t'a conduit en fait à revenir à ça et combien de fois tu t'es retrouvée dans cette même situation que le premier soir où tu as pris tous ces médicaments combien de fois ça t'est arrivé et pourquoi? Combien de fois ça m'est arrivé? Disons que j'ai arrêté de compter, Mmh. mais je sais que j'ai passé plus de nuits aux urgences, où j'ai appelé plus de fois le SAMU, que j'ai fêté mon anniversaire. Ça, j'en suis Ouais. certaine. Euh, Parce qu'il y a eu de tout. Il y a eu des prises de médicaments, des prises de médicaments avec de l'alcool, des prises de médicaments vraiment dangereuses. La dernière tentative de suicide que j'ai faite, c'était du Doliprane. J'ai plus de 15 grammes de Doliprane dans le sang, Ah oui. ce qui est énorme. C'est plus de 2 fois la dose létale. Mmh. Donc, ils ont dû mettre en place une procédure particulière avec l'antidote, etc. Donc là, c'est vraiment, c'est assez grave. Voilà, j'ai aussi fait une tentative de pendaison où après, je me suis retrouvée à devoir passer des scanners avec je sais plus comment ça s'appelle, Mmh. une minerve. Ouais. Donc voilà, j'ai un peu tout essayé, on va dire. Mmh. Euh, et non, il y a eu pas mal de fois, en fait, tout simplement parce que c'est difficile de revenir directement à la vie normale. Il y a toujours les idées qui restent. Et une fois qu'on a commencé à aller mal, en fait, c'est des schémas qui s'inscrivent Mmh. dans notre vie. Et moi, c'est un peu un schéma, dès que je vais avoir trop d'angoisse ou trop de pression ou quelque chose qui me plaît pas dans ma vie, et ben, je vais retourner dans ces vieux schémas-là que je connais et dans lesquels, en fait, je me sens en sécurité, très paradoxalement, parce que j'ai pas encore réussi à mettre en place des schémas qui sont beaucoup plus sains et qui sont mieux pour ma santé. Ouais, je vois. Et du coup, en fait, à chaque fois, tu as une prise de conscience, une fois que tu as réalisé l'acte, à chaque fois, en fait, c'est toi qui prends conscience de ce que tu as fait et qui appelle, ou est-ce que c'est déjà arrivé que tu ailles trop loin et que quelqu'un te retrouve ou... Alors, c'est jamais arrivé qu'on me retrouve totalement inanimée, mais il y a 50% des cas où c'est pas moi qui ai appelé, où c'est des amis qui ont appelé. Mmh. Par exemple, une fois on avait fait une soirée et j'avais bu de l'alcool et du coup ça m'est totalement désinhibé et je me suis dit ouais je veux passer une bonne soirée ce soir et tout et donc j'ai commencé à prendre tous mes anxiolytiques. Mmh. Je les prenais un par un toutes les 15 minutes et au bout d'un moment je dis à une amie mais vraiment sans aucune arrière-pensée, je dis oh je vais aller super bien ce soir, j'ai pris plein d'anxiolytiques. Ouais. Et donc là, ils ont appelé le SAMU. Et donc, 20 minutes plus tard, j'ai mon ami qui revient me voir et qui fait bah, Isée, je suis désolée, mais on a appelé le SAMU parce que c'est vraiment grave ce que tu as fait. Mmh. Et du coup, là, je me rendais pas du tout compte. Après, c'était peut-être aussi Mmh. les effets de l'alcool, mais c'était pareil pour la tentative de pendaison. J'étais en coloc et j'étais en train d'essayer de serrer la ceinture autour de mon cou. Et là, il y a ma coloc qui ouvre la porte de ma chambre et qui Mmh. me voit et qui me fait Isée, qu'est-ce que tu fais? Et voilà, je lui ai pas Ouais. répondu. Du coup, elle a appelé les pompiers, ne serait-ce que pour que j'enlève ce que j'avais autour du cou. Donc, Mmh. Oui, donc en fait, on voit que c'est hyper important en tant que proche d'être alerte en fait et de savoir que si la personne qu'on fréquente a des problèmes avec ça, il faut vraiment faire attention à cette personne en fait parce que au final, ces fois-là, c'est tes amis qui t'ont sauvé la vie en fait. oui, bah c'est ça. J'ai mes amis qui m'ont sauvé la vie. Je ne saurais pas combien de fois et je Mmh. les remercierai jamais assez. Mais oui, c'est vraiment le fait
déjà de savoir que je prends des médicaments. Donc, quand je suis en soirée avec des amis, de faire attention à la quantité d'alcool que je vais boire, à comment je vais réagir. Et si je commence à mal réagir, tout de suite de m'arrêter, soit de rentrer chez moi ou de me mettre en sécurité. C'est vraiment. Après, j'ai des amis qui sont très bienveillants sur ça. Moi, j'essaye de le faire moi-même, j'y arrive pas tout le temps. Mais voilà, c'est vraiment tout le temps rester en alerte, surtout qu'à force de répéter ces gestes-là, on les banalise. Et c'est vrai que là, tu me dis, j'ai pris 10 comprimés de je sais pas quoi. Je me dis, tiens, c'est pas beaucoup. Même 50, pour moi, c'est pas encore énorme, alors Ouais. que c'est des quantités qui sont astronomiques. Enfin, médicalement parlant, c'est quand même assez grave. Ouais, je vois. Et ce qui est ambivalent, en fait, avec ces tentatives de suicide, etc., c'est qu'il y a une partie de toi, clairement, qui veut mettre fin à tes jours. Et en fait, la plupart du temps, il y a aussi cette partie de toi qui te dit mais non, Isée, reprends-toi, appelle le SAMU, etc. Comment est-ce que tu expliques, en fait, cette ambivalence? Tu as un peu ces deux parties de toi où il y en a une qui a vraiment envie d'en terminer et l'autre qui veut te sauver à chaque fois et te permettre de continuer. En fait, on a tous ces deux parties en nous. Mm. Euh, mais chez certaines personnes, il y a une partie qui prend plus de place que d'autres. Et moi, parfois, il y a la partie que j'appelle un peu la partie noire qui essaye de reprendre le dessus. Et ça me déconnecte en fait de la réalité. Je vais me dire, oh ben tiens, là, j'ai déçu telle personne, donc je mérite de mourir. Je vais faire des raccourcis comme ça qui sont pas du tout réalistes. Et c'est au moment où souvent je passe à l'acte que je me rends compte qu'en fait je suis déconnectée de la réalité et c'est là que que je reviens dans la réalité et que je me dis non, là il faut Mm. se mettre en sécurité, faire. Ouais, Ouais. je vois. Et comment ça se passe euh, quand le SAMU arrive, etc. Comment est-ce que eux, ils sont formés à réagir par rapport à ça? Est-ce euh, ils te fournissent un accompagnement psychologique au moment où ils arrivent? Alors ça va être très différent des personnes qui vont venir parce que il y en a qui sont plus formés, d'autres qui le sont beaucoup moins. Mm. On m'a même dit une fois quand j'ai appelé le SAMU, je suis passée par un médecin régulateur qui me dit ah, c'est pas bien du tout d'avoir pris tous ces trucs de Doliprane. Mm. Donc tu vois, le serment dont t'as vraiment pas du tout besoin. Oui, Quand oui, t'appelles le tu le SAMU, t'as sais, juste oui. je sais que c'est pas bien. Mais voilà, il y en a quand t'appelles, ils disent c'est très bien, vous avez bien fait d'appeler, on arrive tout de suite, vous inquiétez pas, c'est pas grave, on arrive. Et il y a des gens tout de suite qui vont être dans les reproches, et ça aide pas du tout. Généralement, ils sont quand même assez bien formés. Et quand ils savent pas quoi dire, en fait, ils disent plutôt rien. Ouais, je vois. Après, voilà, il y a des moments où j'étais plus consciente que d'autres. Leur but, c'est que tu restes consciente jusqu'à l'hôpital, donc que Mm. tu t'endormes pas dans l'ambulance, que tes constantes, elles soient plutôt stables. Moi, ça m'est jamais arrivé de faire enfin, d'avoir des problèmes où je décompressais, enfin que j'avais des constantes qui descendaient, des choses comme ça m'est jamais arrivé. Ça m'est arrivé à l'hôpital, j'ai eu une fois où mon cœur, il battait vraiment très très lentement, j'étais dans les 30-40 battements par minute. Mm. Et donc là, j'avais vraiment la machine qui sonnait, je me suis dit merde, là c'est vraiment important. Mais c'est vrai Ouais. que sinon, ils sont quand même assez bien formés, ils restent très professionnels et puis ça prend pas tant de temps que ça, quoi. Ils viennent, ils parlent un petit peu, ils disent oh, qu'est-ce qui vous arrive, pourquoi vous avez fait ça, et puis Mm. après, bah, Ouais, donc en c'est à fait, faut pas l'hôpital qui du prend tout le relais. hésiter, faut pas avoir peur en fait d'appeler le SAMU, etc. D'expliquer sa situation, faut pas avoir honte. Non, faut surtout pas avoir honte Enfin, j'ai envie de dire, ils ont aussi l'habitude des Mm. personnes qui appellent en disant j'ai pris des médicaments, j'ai une corde autour du cou, des Mm. choses comme ça. Ils ont l'habitude et ils savent réagir. Même s'il y a des personnes, voilà, la personne m'a fait des reproches, mais en même temps, il y a une ambulance qui est arrivée 10 minutes après. Mm. Donc voilà, ils arrivent, il faut les appeler. Ensuite, surtout si vous avez fait quelque chose de mal, il faut laisser la porte ouverte pour qu'ils puissent rentrer, sinon ils sont obligés de défoncer la porte. Ouais, C'est des trucs tout cons, mais oui, faut y penser, ouais. bien se mettre voilà, sur son lit, sur son canapé, comme ça si jamais on s'évanouit, on tombe pas, on se fait pas mal. Mm. Mais faut surtout pas avoir peur de le faire parce qu'après, une fois qu'on est à l'hôpital, il y a des psychiatres qui viennent nous voir, des infirmières, des cellules médico-psy, donc du coup là, il y a une vraie prise en charge ensuite derrière. D'accord, je vois. Et qu'est-ce que tu ressentais à chaque fois que tu prenais conscience du coup que, admettons, tu te réveillais à l'hôpital, notamment pour la première fois où t'as été inconsciente. Euh, Comment c'était cette prise de conscience de se dire ah bah je suis toujours en vie
Est-ce que c'était un soulagement ou est-ce que tu vivais plutôt ça comme quelque chose de douloureux? Comment c'était pour toi? Hem, non, quand il y a des tentatives de suicide et que je me réveille ensuite à l'hôpital, à chaque fois et en plus je le dis aux infirmières qui sont là, Mmh. la nuit et tout, je dis: «Je suis désolée, je regrette, je voulais pas le faire». Il y a le soulagement d'être en vie parce qu'à chaque Ouais. fois on a peur pour sa vie quand on est branché à plein de machines, qu'on Mmh. entend les machines qui bipent, qu'on voit qu'il y a des médecins qui sont inquiets, qu'on te met en place un protocole d'antidote, de paracétamol, etc. On voit qu'il y a des médecins qui te disent mais si tu continues tu vas devoir avoir une greffe du foie. Mmh. On te fait assez peur, j'ai envie de dire, et heureusement pour que tu sois soulagé quand tu te réveilles de te dire voilà, je suis encore en vie. C'est un peu un électrochoc Mmh. de vivre ça et de se dire voilà, je suis soulagée et maintenant il faut que je fasse ce qu'il faut pour aller mieux. Mouais. OK, je Ça veut vois. pas dire qu'il faut le faire pour avoir des Oui. électrochocs, hein. Oui, mais disons que c'est vrai que quand tu te réveilles, tu pas, déçu, d'être en vie, en fait. Non, alors Voilà. ça m'arrive parfois, mais c'est quand je me réveille, je sais pas, d'une nuit Oui. difficile ou d'une crise de panique et que je vais m'endormir après parce que je suis trop fatiguée, Mmh. que j'ai trop de mal à respirer. Je m'endors ou je m'évanouis un petit peu, puis après je me réveille, je fais ah merde, je suis encore en vie. Mais là, Mmh. c'est une situation différente. Ouais, je vois. Et qu'est-ce qui fait, selon toi que, la souffrance peut conduire, à des pensées suicidaires et même à des passages à l'acte? Euh, Alors, il y a le problème de pas avoir confiance en soi, de pas s'aimer beaucoup. Moi, je suis pas une personne qui ait énormément confiance en moi. Je m'aime pas énormément. Je fais passer beaucoup les autres avant moi. Et c'est vrai que parfois, je me dis, mais en fait, j'arrive pas à vivre pour moi. Je suis là que pour faire le pot de fleurs aux réunions familiales. Et du coup, ça sert à rien que je continue à vivre. Mmh. Donc, il y a ça. Il y a parfois de se sentir coupable, de se dire, je suis en train de quand j'étais en coloc et que voilà mes colocs elles ont vraiment vécu des choses très difficiles. Le fait d'habiter avec moi c'est pas facile. Mmh. C'est pour ça que maintenant j'habite toute seule. Et donc du coup il y avait énormément aussi de culpabilité de se dire mais je suis en train de leur infliger des choses horribles à leur âge. Elles devraient pas s'occuper de moi ou les gens de ma famille devraient pas avoir à s'occuper de moi comme ça. Donc il y a aussi énormément de culpabilité. Mmh. Ouais, en fait, c'est avoir la sensation d'être un poids C'est pour ça, les ouais. autres. Ouais, je vois. D'être de trop, de pas Mmh. avoir sa place aussi dans ce monde, de se dire bah mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'ai pas ma place ici, donc bah en fait, Mmh. je vais arrêter ma vie. Ouais, je vois. C'est plus simple. Et justement pour pallier à ça, ça doit aider de se sentir utile, notamment, par exemple, toi, avec ton compte Instagram, tu dois te dire: «Bah, là, au moins, je fais quelque chose d'utile». C'est peut-être aussi pour ça que tu l'as créé, je sais pas? Alors je l'ai créé pour plusieurs raisons. Je l'ai créé déjà parce que alors pendant très longtemps, j'avais ce projet, je voulais aider les autres, Mmh. voilà, dans la finalité, mais je me suis dit: «Il faut que j'attende de guérir pour, aider les autres» et en fait, quand je suis passée à ça commence aujourd'hui et que j'ai reçu plein de messages de gens qui m'ont dit: «Waouh, ton histoire, trop bien, ça m'a redonné confiance» ou des choses comme ça, je me suis dit: «Mais en fait, je peux être en train de guérir et aider les autres quand Mmh. même». Donc je me suis dit: «J'attends pas, je le lance tout de suite, ça marche pas, on verra bien» Ouais. et voilà, j'ai fait ça. Après je me dis que si ça peut aider que 2 ou 3 personnes, au moins j'aurais déjà fait ça. Ouais, c'est ça. C'est faire les choses à son échelle. Je vais Mmh. pas sauver le monde, mais Oui, mais même toi, ça doit te faire te sentir bien, en fait, de te dire: «Voilà, au moins ce que je vis, ça peut aider, d'autres personnes». Ouais. ouais. Et puis après, j'arrive à prendre des décisions. Enfin, je m'engage. Là, par exemple, je viens d'adhérer à la protection civile, donc je vais devenir secouriste. Ouais. Je fais pas mal de missions pour aider les gens et c'est quelque chose qui me plaît énormément et je me dis que voilà, j'ai envie de continuer Ouais, c'est là-dedans. super. Et pourquoi avoir choisi ce nom, du coup, point virgule, initiative? Alors, pourquoi avoir choisi ce nom? Alors, au départ, je cherchais un autre nom et j'en ai pas trouvé. Je voulais pas que ça s'appelle point virgule, tout simplement parce qu'il y a déjà un théâtre qui s'appelle point virgule. Enfin, il y a plein de choses qui s'appellent comme ça. Et puis finalement, je me suis dit, mais c'est le meilleur nom parce que ça vient d'un truc, je crois, qui commence aux États-Unis. En gros, le point virgule, c'est dire ton histoire, elle n'est pas encore terminée. Et au lieu de mettre un point en mettant fin à tes jours, tu rajoutes une virgule et la phrase, elle continue. OK, je vois. Métaphore de ton histoire continue. Puis Mmh. d'ailleurs, je me suis fait tatouer un point virgule. Ah oui. Voilà, donc c'est voilà, c'est vraiment ancré en moi et je me dis, quand je vais pas bien, je me dis,
Voilà, c'est ça. Là, tu tournes la page, tu mets un petit point virgule et Ouais, je vois. Au final, c'était vraiment voilà. le Au départ, meilleur nom. c'était temporaire et finalement, je me suis dit, bah, c'est très bien Mmh. comme ça. Bah oui, parce que c'est vrai que, enfin, l'image, elle est très belle et tout. Donc, je pense que c'est super d'avoir ce nom. Enfin, ça parle vraiment. Et je pense que si t'arrivais pas à trouver un autre nom, c'est que vraiment ça Ouais, devait je être me dis que celui-là. voilà, c'était ça aussi C'était le peut-être. destin. Euh, Autre question, en tant que proche d'une personne qui fait des tentatives de suicide, qui est dépressive, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Euh, alors, il y a une façon universelle d'aider n'importe qui, ça va être d'aller voir la personne et de lui demander de quoi est-ce que tu as besoin. Parce qu'en fait, chaque personne va avoir des besoins différents. Donc, on peut aider une personne dépressive, suicidaire de plein de façons, en faisant attention à elle, en lui proposant, voilà, moi j'ai des amis qui souvent me proposent d'aller faire des activités ou de venir prendre un goûter chez elles ou des choses comme ça. Après, ça, voilà, ça dépend vraiment des personnes. Et c'est vrai que la meilleure chose à faire, c'est aller voir la personne et lui dire de quoi est-ce que tu as besoin. Et c'est en réfléchissant sur cette question qu'après, on peut communiquer nos besoins aux autres. Et du coup, bah, enfin, que les autres puissent nous aider à faire ce qu'on a besoin de faire pour nous, quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'au final, comme tu dis, ça peut être des choses assez simples, juste aller faire une petite promenade. Voilà, genre si toi, t'es toute seule chez toi et que tu commences à aller mal, mais qu'une amie te dit, bah tiens, viens, on va faire une promenade, bah toi, en fait, ça te sort de... Voilà, ça peut être des choses toutes Mmh. simples, mais après, ça dépend vraiment. C'est pour ça Oui, que je vais ça pas dépend des donner personnes, ouais. de choses non plus. Parce que je me dis, enfin, moi, dans des moments où je suis vraiment mal et où je vais être dans des situations de colère contre le monde entier, quelqu'un qui me propose de faire une balade alors que je Mmh. dis j'ai envie de me tuer, Oui, j'ai envie de lui dire, mais. Enfin, oui, voilà, ça enfin, marche va pas. faire ta balade tout seul, laisse-moi tranquille. Mmh. Donc ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. C'est pour ça que c'est vraiment demander à la personne ce dont elle a besoin. Et la personne, après, de son côté, doit être capable de dire ses besoins et d'éduquer aussi autour d'elle, autour de son fonctionnement, de quand est-ce qu'il faut faire telle chose pour Mmh. mieux l'aider. Ouais, c'est ça. En fait, le plus important, c'est de communiquer et de dire, enfin, d'être honnête. Ok. Et finalement, donc, tu as été diagnostiquée du trouble borderline. Déjà, quand est-ce que tu as été diagnostiquée et est-ce que tu peux expliquer de quoi il s'agit? Alors, j'ai été diagnostiquée l'année dernière, j'irai vers le mois de septembre, octobre. Ok, donc c'est C'est ma assez récent. psychologue, ouais, qui m'a dit. Je lui ai dit, hein, moi j'en avais marre en fait de pas savoir ce que j'avais. Je Mm. sentais que j'avais quelque chose. Et les psychologues en ce moment sont très dans la tendance je ne mets pas les gens dans des cases, je ne Oui, pose je pas de vois. diagnostic et tout. Moi, je lui ai dit non, mais moi, je veux que vous me disiez à quoi vous pensez, si vous pensez à quelque chose, ne me mettez pas dans une case, mais orientez-moi un peu. Et elle me dit bah écoutez, ça fait plus d'1 an qu'on se voit et moi, je pense beaucoup aux troubles de la personnalité borderline. Euh, et donc là, après, j'ai commencé à faire mes recherches. C'est vrai que j'étais déjà tombée sur ce trouble, j'en avais déjà entendu parler et je me reconnaissais un peu dedans. Mm. Et donc après, j'ai pris le DSM, en gros, c'est le manuel de tous les psychiatres pour poser les Ok. diagnostics. Et il doit y avoir, je crois qu'il y a 9 critères, et si tu en as 5 ou 7 sur les 9, je sais plus, tu peux te considérer comme borderline. Donc du Mm. coup, je me suis aussi un peu auto-diagnostiquée. Oui, je vois. Mais, euh, mais non, alors en fait, le trouble de la personnalité borderline, euh, c'est être un ascenseur émotionnel tout le temps, c'est-à-dire ressentir les émotions, mais avec une intensité puissance 1000 par rapport à tout le monde et pouvoir changer d'émotion très vite. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont faussement diagnostiquées bipolaires alors qu'elles Ouais. sont borderline. Ça va être le problème dans les relations aux autres, la peur d'être abandonné, la peur d'être un poids. Ça va être avoir des conduites à risque, donc les tentatives de suicide, les problèmes pour manger, les problèmes pour des personnes qui vont avoir des problèmes de drogue ou d'alcool. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le sentiment de vide, le fait de ne pas trouver un sens à sa vie. Il y a beaucoup de choses. Alors là, je dis plutôt les symptômes qui me sont propres à Oui. moi, mais il y a pas mal de. Voilà, c'est un peu tout ça. C'est voilà, une personne qui est pas sûre de soi, voilà, qui a peur, qui a besoin d'être toujours réassurée par les autres. D'accord, je vois. Et toi, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi de savoir que tu souffrais du trouble de la personnalité borderline? Euh, alors, ça n'a pas changé ma vie du tout. Mm. Mais ça m'a aidé un petit peu parce que j'ai pu acheter des livres Ouais. qui m'ont aidé sur le sujet. Euh, j'ai pu voir un petit peu d'où est-ce que ça pouvait venir.
comment est-ce que... Enfin, c'est pas un truc qu'on attrape, mais savoir un petit peu quelles vont être les choses qui, moi, vont me faire du bien. Et j'ai pu faire une espèce de matrice. C'est un gros truc psychologique et tout, mais du coup, toute ma thérapie maintenant est basée sur ça. Et ça D'accord. m'aide énormément. Et du coup, enfin, c'est quoi une matrice? Alors, c'est une matrice où tu vas mettre les, ce qu'on appelle les hameçons, c'est-à-dire les choses qui vont te sortir de la réalité, les phrases que tu vas te répéter. Je suis un boulet, je suis un poids, un tel ne m'aime pas, je vais décevoir tout le monde, je dois pas vivre, des Ok. choses comme ça. Tous les hameçons qui vont te retirer de la réalité et te pousser à faire des choses qui sont pas bonnes pour toi. Et de l'autre côté, tu vas mettre toutes les choses qui sont positives, qui t'apportent de la cohérence et qui apportent du sens à ta vie. Et comme ça, tu vois, là, tu arrives un petit peu à voir ton fonctionnement, à le rentrer dans les différentes cases de la matrice, et puis à te rapprocher plus de ce qui te fait du bien. D'accord. Ok, bah oui, c'est intéressant. Et, euh, et donc, ensuite, toi, ton compte Instagram, tu l'as créé après avoir appris ce trouble ou avant, il était déjà là? J'en ai aucune idée. Tu sais plus. Mais donc, si on revient un peu sur ton compte Instagram, tu partages beaucoup de choses, tu partages des informations. Justement, j'ai vu que tu avais fait des posts hyper intéressants sur les émotions, par exemple. C'est ultra intéressant. Et tu partages aussi voilà, ta vie de façon assez spontanée, même quand tu es au plus bas, tu le montres. Pourquoi est-ce que c'est si important, selon toi, de lever les tabous autour de la dépression et des troubles de santé mentale? Alors c'est important parce que les gens ont souvent des idées reçues et c'est pas du tout de leur faute, c'est juste que quand on est malade et qu'on souffre, souvent on le montre pas. Donc du coup, il y a très peu d'éducation autour de ça. Et j'ai envie vraiment de montrer aux gens, je me dis, dans les gens qui me suivent, il y a peut-être des gens qui sont comme moi, et j'ai envie de leur dire, mais c'est pas grave, quoi. C'est pas grave de pas aller bien. Alors, je fais pas l'apologie du crime, hein, quand je vais dire aux gens, bah voilà, j'ai fait une rechute, là, je suis à l'hôpital. Je veux pas du tout inciter les gens à faire la même Oui. chose que moi, mais c'est juste pour montrer, leur dire, bah voilà, moi, derrière ce compte, il y a une personne qui est humaine. Je suis pas le grand sage de Kirikou qui va Mm. raconter à tout le monde comment il faut vivre sa vie et qui va donner des leçons à tout le monde. Il y a aussi une personne qui est en guérison, qui grandit elle-même, qui fait des erreurs et c'est normal et c'est pas grave Mm. et ça veut pas dire qu'on peut pas avancer, qu'on peut pas voir les choses aussi du bon côté. C'est ça. Et en fait, tes limites d'autant plus légitimes dans le sens où du coup, tu peux aider des gens qui sont dans ce processus de guérison et tu vas les comprendre mieux que personne parce que toi-même, tu y es encore en fait. Et du Mm. coup, je pense que les gens aussi peuvent facilement te faire confiance parce qu'ils se disent, mais en fait, elle comprend ce que je vis parce qu'elle est encore là-dedans. Et au final, je pense que ça peut être hyper thérapeutique même pour toi. Je pense que c'est hyper utile. Et pour revenir un petit peu aux troubles borderline, depuis que tu as été diagnostiquée, est-ce que tu reçois un traitement spécifique par rapport à ça? Non, alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les troubles de l'humeur et il y a les troubles de la personnalité. Mm. Dans les troubles de l'humeur, tu vas trouver tout ce qui est bipolaire, schizophrène, les maladies comme ça. Et ça, c'est des maladies qui vont faire appel à des médicaments particuliers. Ok. Ou quand tu es diagnostiqué bipolaire ou schizophrène, là, tu as un traitement qui correspond à la maladie. Pour les troubles de l'humeur, où tu as la dépression, la personnalité, pour les troubles pardon, de la personnalité, où tu as personnalité borderline, où tu vas avoir d'autres choses. Je ne connais pas super bien non plus. Là, tu vas avoir des médicaments qui vont plus t'aider à réguler tes émotions et qui du coup, bah voilà, c'était un traitement que j'avais déjà quand j'étais dépressive et que juste on peut renforcer de telle ou telle manière, Mm. mais ça n'a rien à voir avec le trouble en soi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un médicament qui correspond au trouble, il D'accord, y a je plus un vois. médicament qui correspond aux symptômes et ça Mm. va dépendre des personnes. Mm. Et toi, comment tu vis le fait de prendre des médicaments, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à vraiment intégrer dans ton quotidien ou est-ce que c'est quelque chose de difficile pour toi de voir ces médicaments et de te dire bah, je dois les prendre pour me sentir bien? Au début, c'était super difficile. Quand j'ai commencé à prendre des médicaments, je me disais, mais non, j'ai pas envie de prendre des Mm. médicaments pour aller bien, puis en plus, ça va pas marcher.
Et finalement, bah, aujourd'hui, ça fait partie de ma vie. C'est comme ça, c'est quand je me lève le matin et que je prends mon petit déjeuner, bah, comme toi, tu vas te dire, faut que je prenne un verre de jus d'orange, bah, moi, je sais que j'ai tel médicament à prendre Mm. et que le soir, avant de m'endormir, il faut que je les prenne. Généralement, j'oublie pas, sauf quand je suis vraiment en vacances ou des choses comme ça. Là, parfois, mes Ouais. parents me le rappellent, mais ça fait partie de ma vie de tous les jours. Surtout que maintenant, pour pas avoir trop de médicaments chez moi, j'ai un traitement qui est à délivrance hebdomadaire. C'est-à-dire que toutes les semaines, je vais à la pharmacie et ils me Ouais. remplissent mon pilulier. Ok, ça évite de faire des tentatives de suicide aussi. Exactement, parce qu'en fait, rien que le fait d'aller à la pharmacie, on t'en donne pour une semaine, 2 semaines, un mois. Et quand tu dois déballer toutes les pilules pour les mettre dans ton pilulier, parce que moi j'ai besoin d'être organisée, donc je les Ouais. mets dans un pilulier, et bah quand tu les vois sur la table, si ça va pas, tu peux te dire, ah bah tiens, je vais tous les prendre. Ouais, Ça je m'est vois. déjà arrivé. Donc du coup, ma psychiatre a fait en sorte que voilà, Ouais, je travaille c'est avec une une bonne seule solution. pharmacie, ils me connaissent Mm. et ils remplissent mon pilulier. Donc déjà, j'ai pas une pilule, j'ai pas à me demander qu'est-ce que je dois prendre, quoi. C'est déjà dans Mm. mon pilulier, j'ai juste, je verse, je prends. Ouais. Je connais bien mon traitement, je sais quels effets positifs et négatifs les médicaments ils peuvent avoir. Et je sais m'adapter à peu près aux situations, quoi. Quand je Mm. dois me coucher plus tard, bah, je vais les prendre plus tard parce que sinon ça m'endort. Ouais. Donc voilà, des choses comme ça. Mais non, ça fait partie de ma vie maintenant et ça me dérange pas du tout, même de le faire devant des gens que je connais pas. Oui, t'as pas de tabou par rapport à ça. Non. Mm. Et justement, au niveau des effets secondaires un peu difficiles de ces médicaments, ça peut être quoi par exemple? Alors, les effets secondaires, c'est surtout quand tu commences à les prendre, que tu vas avoir pendant les premières semaines. C'est juste le temps que ton corps il s'habitue. Moi, j'avais des nausées, j'avais des tremblements, j'avais la tête qui tournait, des choses de ce genre-là. C'était pas du tout, enfin, c'était pas très handicapant, c'était juste, voilà, j'avais quelques effets secondaires. Mm. Et je savais qu'il pouvait y avoir ces effets secondaires, c'était juste le temps de s'habituer. Après, il y a la somnolence. Moi, maintenant, je suis habituée à la dose que je prends, qui est quand même une dose assez élevée. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a toujours de la somnolence avec ces médicaments, donc il faut faire attention dans les situations de la vie de tous les jours. J'ai pas encore mon permis, mais je Mm. sais que quand je vais devoir conduire, il faudra que je fasse hyper gaffe avec mes Ouais. médicaments, parce que si ça apporte de la somnolence ou moins de vigilance, voilà, il faut quand même faire attention. Ouais, je Mais vois. là encore aujourd'hui, j'ai de temps en temps, je prends un si besoin. Quand je le prends, je suis vraiment Ouais, je vois. Ça, out. c'est un peu une petite option que tu as. Genre, si vraiment tu sens que ça va pas, t'as ton si besoin. C'est ça. Et là, c'est un peu la solution, on va dire. Bah, c'est vrai que tout de suite, ça me vraiment, je m'allonge et je m'endors direct et je me réveille 15 heures plus tard. Ouais, je Donc vois. voilà, c'est mieux que de prendre une boîte de Oui, médicaments, de voilà, c'est prendre un ça. si besoin. Mm. C'est pour ça qu'on a mis ça en place avec ma psychiatre. Mais oui, voilà, ça a des effets secondaires et faut quand même le savoir. Mm. Et toi, du coup, tu envisages de prendre ces médicaments, je suppose, quand même assez sur le long terme. Est-ce que, euh, est-ce que tu imagines vivre avec ça toute ta vie? Ou est-ce que tu te dis peut-être qu'un jour j'en aurai plus besoin? Et dans ces cas-là, comment va se passer le sevrage, entre guillemets? Comment tu vis par rapport à ça sur le long terme, on va dire? Ben, en fait, c'est exactement comme ce que je disais tout à l'heure sur les troubles de l'humeur et troubles Mm. de la personnalité. Si t'es bipolaire ou schizophrène, les médicaments, tu dois les prendre toute ta vie. Ouais, C'est comme ça, ça fait partie des maladies chroniques. Quand t'as un trouble de la personnalité, tu peux apprendre à vivre avec. Et du coup, plus t'apprends à vivre avec, moins t'as besoin des médicaments. Là, par exemple, on est en train de retirer de mon traitement, donc on a renforcé mon traitement de fond Mhm. avec ma psychiatre, mais commence à retirer les anxiolytiques. D'accord. Parce que les anxiolytiques, c'est hyper dangereux, ça peut poser des problèmes de mémoire sur le long terme. Voilà, c'est pas des médicaments Ouais, qu'il faut prendre pendant longtemps. ok. Après, voilà, faut voir ça avec son médecin, faut faire attention, savoir quels sont les effets sur le long terme. Mais c'est vrai que, voilà, évidemment que mon but à terme, c'est de les arrêter Mm. ou d'en prendre le moins possible, par exemple, juste les antidépresseurs. Ouais. Mais pour le moment, je sais que j'en ai besoin et Mm. que c'est ma béquille pour pouvoir vivre une vie normale. Mm. Et que si je les ai pas, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, c'est ça. En fait, faut les accepter tant qu'on en a besoin. C'est important de les prendre et de pas avoir honte de les prendre aussi. Et depuis ce diagnostic, du coup, est-ce que tu as refait des tentatives de suicide malgré le fait de savoir que tu étais borderline, etc. Oui, Ouais. ouais, j'en ai refait. J'en ai fait une pendant le deuxième confinement. Mhm. J'étais chez mes grands-parents en plus. Et j'ai quand D'accord. même fait une tentative de suicide chez eux.
Et puis j'en ai fait quelques-unes là depuis que je suis arrivée à Nantes au mois de janvier. J'ai dû en faire 3 ou 4 depuis le mois de janvier. Bon, on est au mois d'avril, ça fait une par mois. Ouais. Alors, je sais que c'est horrible de dire ça, mais pour moi, c'est une amélioration parce que Mm. j'en fais de moins en moins souvent. Alors après, le problème, c'est que quand je les fais, elles sont de plus en plus graves. Ok. Voilà, la dernière que j'ai faite, c'était celle avec le Doliprane, donc c'était quand même Mm. assez sérieux. Mais Ouais. là, T'essaies ça quand va. même Oui. d'aller mieux, etc. Et effectivement, comme tu dis, enfin, quand les gens vont écouter ça, ils vont se dire, mais c'est énorme, une par mois. Mais en fait, c'est vrai que bah, pour toi, t'as été dans des périodes où c'était beaucoup plus. Et du coup, bah, c'est déjà une amélioration. J'ai été Et dans des périodes où je prenais du Doliprane tous les soirs parce que je voulais niquer mon foie. ouais, J'ai été dans des périodes où, voilà, tous les soirs, je m'assommais aux médicaments. J'allais pas forcément à l'hôpital, mais mm, j'étais pas bien, ou je vomissais, ou voilà. mm, Et pour moi, c'était, enfin là, c'est le de se dire j'en fais une par mois, bah c'est, ouais, c'est peut-être horrible oui. sorti de son contexte, Mm. mais c'est en train de s'améliorer. Là, Mm. ça fait, je crois, plus d'un mois que j'en ai pas fait, donc je suis Ouais, contente. bah oui. Et est-ce que comment tu trouves des moments de réconfort? C'est quoi tes petits trucs quand t'es pas bien, etc. et que t'as envie d'aller mieux? Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes un film? Tu manges du chocolat? C'est quoi tes petits trucs qui font Euh, que tu vas te sentir mieux? alors, les petits trucs qui m'aident à me sentir mieux quand je suis vraiment pas bien, et alors j'ai du mal encore à les identifier, hein. Mm. En cours de, c'est un processus qui est en cours, Ouais. mais souvent ce que je fais, c'est que je regarde Mamma Mia. Ça, c'est un truc qui, Ah ouais, bah c'est un j'adore truc, aussi. ouais, c'est un truc qui marche tout le temps. Ouais. Et en fait, toute ma famille le sait, tous mes amis le savent. Je suis fan de ça parce que c'est les premières chansons que j'ai écoutées qui n'étaient pas de la musique classique quand Mm. j'étais petite. Et du coup, je suis devenue fan du film, de ABBA, etc. Ouais. Et donc, toute ma famille sait que quand il faut me remonter le moral, ou C'est même Mamma mes Mia. amis, voilà, Ouais. savent c'est ça qu'il faut mettre, et que j'aurai forcément un sourire Mm. qui va apparaître même si je suis au fond du trou. Ouais. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Bah, par exemple, mon père, quand je mangeais presque pas, il mettait ça dans la cuisine pour m'attirer. Ouais, je vois. Donc voilà, ça, il y a ça, par exemple, ça m'aide énormément. Ok. Et du coup, donc, au quotidien, tu es suivie par des professionnels de santé. Comment est-ce qu'ils t'accompagnent, toi, pour aller mieux? Alors, donc, j'ai un travail déjà avec une psychiatre qui est obligatoire quand on prend un traitement, pour, voilà, pouvoir adapter le traitement quand il y a des hauts, des bas. Euh, Ça, c'est un travail de fin, un travail qui reste, enfin, assez en surface parce que voilà, c'est la psychiatre, on parle du traitement, on parle d'autre chose, mais voilà, on parle quand même surtout du traitement. Le Ouais, travail de fond, je le fais avec ma psychologue que je connais là, ok. qui me suit depuis 1 an et demi. Là, je la voyais 2 fois par semaine, et on a besoin de passer à 1 fois par semaine, donc je suis trop fière de Mm. moi. Bravo. et et ce qu'on fait, le but, c'est d'identifier les mécanismes qui sont pas sains pour moi et de les remplacer par d'autres mécanismes. Ok. Donc c'est, voilà, c'est. Après, on prend les choses aussi comme elles viennent. Mm. Par exemple, bah, il n'y a pas très longtemps, il y a ma grand-mère qui est décédée, et ça, j'ai dû faire avec. Donc là, ma psychologue, elle m'a aidée Mm. à surmonter la grosse crise de panique au moment où on me l'a annoncé, à me dire, voilà, qu'est-ce qu'il fallait faire. Enfin, il n'y a rien à faire en fait pour faire un deuil, c'est chacun son Oui, truc. Mais voilà. Mm. voilà, qui Mais m'a d'être appris, accompagnée, voilà, en ça m'a fait. permis d'être accompagnée et de Mm. traverser cette épreuve, bah, comme il fallait le faire de toute façon, parce qu'il faut Ouais. continuer, quoi. C'est ça, exactement. Et au niveau de tes proches, après peut-être que tu sais pas spécifiquement, mais est-ce que tu sais s'ils ressentent un peu une inquiétude constante de se dire, bah, à tout moment, peut-être que je vais être appelée par des médecins ou quoi, parce que Isée aura refait une tentative, que ce soit tes amis ou ta famille. Est-ce que tu sais comment est-ce qu'ils Euh, vivent ça? alors, je sais que mes grands-parents, donc les parents de mon papa, chez qui j'ai fait le deuxième confinement, donc chez qui j'ai fait une tentative de suicide, eux, ils sont très très inquiets. Ouais, Quand je vais chez eux, ma grand-mère, elle prend mes médicaments et elle me les distribue. ouais, je vois. Parce elle a trop peur maintenant. Euh, je sais qu'ils sont super inquiets, mais aussi qu'ils me font confiance. Et je pense que c'est la même chose pour mes parents. J'en parle pas énormément avec eux, j'en parle de temps en temps. Là, ma psychiatre a souhaité les appeler la semaine dernière pour les mettre en garde quand je vais rentrer à Paris sur mon état, en me disant c'est compliqué pour Isée en ce moment, il faut faire attention. Mais rien de plus. J'en parle pas forcément avec eux. J'ai pas envie de leur en parler. Je leur dis faites-moi confiance. Et maintenant, voilà, la dernière tentative de suicide que j'ai faite,
j'ai appelé ma mère en Mmh. attendant que l'ambulance arrive. Et Ouais. alors, c'était la première fois que je faisais ça. Mmh. On arrive à 30, 40 tentatives de suicide et c'est la Mmh. première fois que je le faisais. D'habitude, mes parents, ils étaient prévenus par l'hôpital. Je voulais pas leur parler. Il y avait des hospitalisations forcées ou Ouais. sous la contrainte. Là, c'est vraiment, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit, bah, maman, je suis désolée, j'ai fait une bêtise, mais t'inquiète pas, j'ai appelé le SAMU, ils vont Mmh. venir me chercher, ça va aller, c'était juste un moment d'égarement. Ouais, je vois. Donc, ils ont de l'inquiétude, mais je pense qu'ils me font aussi confiance. Ouais, et puis tu essaies de les inclure, en fait, de les tenir au courant, et cetera. Enfin, là, Ouais. par exemple, quand tu as appelé ta maman, bah, ça montre aussi que, bah, il y a un progrès aussi, encore une fois, que tu essaies de moins garder les choses pour toi, et cetera. Donc, encore une fois, c'est plutôt quelque chose de positif. Et aujourd'hui, du coup, quel rapport, toi, tu entretiens avec, la mort? Parce qu'en fait, je veux dire, pour des personnes, qui ne sont pas du tout à tendance suicidaire, bah, on a des visions un peu difficiles de la mort, ou au contraire parfois très apaisées. Comment est-ce que toi, tu visualises ça, et quelle relation on entretient quand on a des tendances suicidaires, justement? Alors, je pense que ça dépend des personnes. Moi, Mm. je dirais pas que ça a changé particulièrement mon rapport avec la mort Mm. parce que, je sais pas, j'ai pas l'impression d'être apaisée par rapport à ça, Ouais. ni d'être ouais, super contente par Mm. rapport à ça ou d'en avoir peur particulièrement. Voilà, je saurais pas vraiment définir mon rapport avec la mort, surtout que là, c'était très compliqué parce que quand ma grand-mère est décédée, c'était la première fois que j'avais quelqu'un de proche Ouais. qui décédait. C'est la première fois que je devais aller à un enterrement, que je devais faire tout ce processus de deuil. Mm. Et du coup, j'étais totalement perdue. Je savais pas comment faire. Ouais. Et voilà, c'est même, voilà, c'était super nouveau pour moi. Même Mm. si j'ai fait toutes ces tentatives de suicide et que Mm. j'ai pu frôler la mort à plusieurs moments, Et au final, ça a pas justement, changé mon rapport. est-ce que le fait d'avoir enfin, vécu du coup la mort de quelqu'un de proche, est-ce que toi ça t'a fait réaliser des choses par rapport à ce que pourraient vivre tes proches, si toi tu m'étais fait un de tes jours? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta perception des choses, ou pas du tout? Alors, ça l'a changé évidemment parce que j'ai vu mon père, mon frère, Mmh. ma mère pleurer, mais vraiment voilà, des larmes qu'on n'a pas l'habitude de partager. Mmh. Et je me suis dit, enfin voilà, ma grand-mère, elle avait 85 ans, elle était à l'hôpital depuis un mois, on savait que c'était pas facile, Mmh. on y était quand même un petit peu préparé, et pourtant c'est difficile. Ouais. Donc je me dis, même si ma famille, ils sont peut-être préparés au fait que je puisse peut-être un jour mourir par toutes les tentatives de suicide que j'ai pu faire, on n'est jamais vraiment préparé pour ça. Mmh. Et quand dans les films ou dans Mmh. les séries, je vois des parents qui perdent un enfant ou des Mmh. personnes qui meurent, je trouve quand même ça horrible. Et c'est vrai que je me dis, voilà, j'ai pas envie de leur faire vivre ça. Ouais, je vois. Et est-ce que tu as des conseils, à donner, si, quelqu'un qui nous écoute, a tendance justement à avoir des pensées suicidaires? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on sent qu'on est prêt, à passer à l'acte? Alors, quand on sent qu'on est prêt à passer à l'acte, il faut en parler Mmh. tout de suite, pas attendre. Surtout pas se dire les choses qu'on pourrait se dire, de se dire il y a l'épidémie de Covid, les hôpitaux sont surchargés, je vais pas appeler le SAMU, c'est pas grave. Mmh. Non, il faut appeler, même si vous n'êtes pas passé à l'acte, et surtout si vous n'êtes pas passé à l'acte, il faut appeler en disant j'ai envie de passer à l'acte, et après, il y a une prise en charge qui se fait. D'accord. C'est mieux d'appeler en disant j'ai envie de passer à l'acte, mais je ne l'ai pas encore fait, plutôt que de dire voilà, je suis passé à l'acte. Parce Mmh. qu'une fois qu'on est passé à l'acte, on va rentrer dans un processus qui est particulier à l'hôpital. Il faut attendre déjà que les médicaments ne fassent plus effet, voir un psychiatre, peut y avoir des hospitalisations forcées sous la contrainte, et ça n'a pas du tout les mêmes enjeux qu'une hospitalisation que nous, on va pouvoir Mmh. choisir. Ça n'a pas du tout les mêmes enjeux au niveau de la guérison. Donc, enfin voilà. Et puis, il faut garder en tête que c'est comme boire de l'alcool ou se droguer. C'est une fois qu'on commence les tentatives de suicide, c'est un peu un cercle vicieux Ouais, et je conseille à personne de rentrer dedans. ouais. Et toi, est-ce que ça t'est arrivé justement d'appeler, avant, de faire une tentative où tu sentais que là, tu pouvais plus, et de prévenir et de te mettre en sécurité? Oui, ça m'est arrivé il y a 2, 3 semaines, ou Mmh. même peut-être la semaine dernière, je sais plus. Je Mmh. suis allée aux urgences médico-psy. Mmh. Voilà, parce que bah, ils me connaissent là-bas et je suis arrivée en leur disant bah, voilà,
j'ai envie de passer à l'acte. Ouais. Et là, voilà, j'ai été mise en sécurité. Soit je discutais avec un psychiatre, ça allait mieux, je rentrais chez moi. Soit je passais la nuit, on m'a proposé une hospitalisation. J'ai dit non, j'ai pas l'impression d'en avoir besoin. Ok. Et toi, c'était la première fois que tu faisais ça? Alors, c'était pas la première fois, mais c'était la première fois que je le faisais depuis que j'avais fait toutes ces tentatives. Ouais. Donc, j'étais quand même assez fière de moi. Oui, Je me c'est suis ça, dit, c'est vraiment quelque chose de positif au final d'avoir réussi à stopper l'élan et à te mettre en sécurité. Enfin, c'est hyper rassurant, ça veut dire que la bonne part de toi qui veut sécuriser ta personne, etc., a vraiment réussi là à prendre le dessus, à te protéger. Donc c'est vraiment, c'est ultra positif en fait. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute et qui est dans une situation similaire à la tienne? Qu'est-ce que tu voudrais lui transmettre? Je sais pas. Il y a tellement de choses que je pourrais dire. En fait, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut pas arrêter de se battre parce qu'il y a toujours de l'espoir. Alors, je sais que c'est hyper bateau de dire ça et que quand on est à ma place, c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie d'entendre. Moi, je déteste quand on me dit t'inquiète, il y a de l'espoir, tu peux le faire et tout. Ou faut te battre, t'as la vie devant toi. Ça, c'est le pire truc. Bah non, en fait, faut quand même, c'est des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, mais qu'on a besoin d'entendre. Voilà, c'est ça. On est, même si c'est une personne plus âgée, hein, on a encore des choses à faire. On a tous une raison d'être là. Si vous n'êtes pas mort, c'est que vous avez une raison d'être là. Et il faut jamais arrêter de se battre, parce qu'il y a toujours un moment où on reverra tout le chemin qu'on a parcouru et on se dira trop cool, je suis trop fière de moi. Et juste pour ce sentiment-là, il faut rester en vie parce que c'est un sentiment qui fait trop de bien. Ok. Et malgré tout ce que tu racontes, malgré les moments difficiles que tu peux partager d'ailleurs sur ton Instagram, tu restes une personne hyper souriante, hyper lumineuse, pleine de vie. Et comment est-ce que tu fais, toi, pour gérer cette ambivalence, pour réussir à rester souriante et positive malgré ce que tu traverses? Je le fais parce que c'est parfois aussi un peu je sais que j'aime pas entendre ça, mais c'est parfois un peu aussi en se forçant qu'on arrive à transmettre des bonnes choses aux autres et à être mieux. Moi, je sais que je dis à tout le monde que voilà, il faut se regarder dans le miroir et se sourire, parce que ça fait énormément de bien. Bah, c'est hyper vrai en fait. Il faut se forcer et se dire bah voilà, moi j'aime bien dire. En fait, j'adore quand il pleut dehors parce que quand il pleut, tout le monde est là, oh, j'aime pas la pluie et tout. Et moi, je me dis, bah, du coup, le soleil, il s'allume dans mon cœur. Ouais, je vois. Et j'aime bien dire ça parce que je me dis, voilà, je peux transmettre ça aux autres. Et j'ai envie d'être, voilà, depuis que ma grand-mère est décédée, ma grand-mère c'était un petit soleil et je me dis, j'ai envie de vivre ma vie comme elle, de transmettre ça aux gens et je me dis, voilà, ils vont pas bien peut-être, et ben ils verront une photo d'un bébé éléphant sur mon compte Instagram et ça les fera rire. C'est pour ça aussi que je mets pas que des posts super sérieux où je parle de la dépression, des tentatives de suicide, parce que je me dis que les gens ont aussi en ce moment besoin d'un peu de lumière, de soleil, de bonne humeur, donc c'est pour ça que j'essaye de faire un petit peu de tout. Ouais, et d'ailleurs c'est très bien fait. Et quels sont tes projets pour l'avenir? Mes projets pour l'avenir, alors je ne sais pas. J'ai envie de continuer mon chemin dans la protection civile, de devenir vraiment secouriste, de faire les formations pour ça. Alors j'ai un projet qui fait très peur à toute ma famille, mais il faut quand même en parler. J'aimerais bien devenir famille d'accueil pour aider des enfants qui ont des besoins particuliers. Donc je sais que je ne deviendrai pas famille d'accueil à ma sortie de Densia. Il y aura d'autres choses par lesquelles passer, mais c'est vrai que c'est un projet sur le long terme qui me plaît beaucoup. Donc c'est vrai que voilà, mes plans pour le futur, c'est un petit peu ça, réussir à guérir moi-même pour pouvoir aider de plus en plus les autres. Ouais, c'est ça. Et si j'arrive à faire ça, ce sera déjà bien. Bah oui, c'est des très beaux projets en tout cas. Et du coup, dernière question, la question traditionnelle d'Over the Rainbow. Toi, qu'est-ce que tu vois derrière ton arc-en-ciel? Quelle est la notion d'espoir que tu voudrais transmettre aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent? Qu'est-ce que je vois? C'est que je vois, je vois tout simplement qu'il faut savoir regarder en arrière juste pour regarder le chemin qu'on a parcouru, parce que ça fait du bien
Et il faut vraiment réussir à être fier de soi, à profiter des petites choses. Et c'est vraiment quand on commence à aller mieux qu'on se dit, bah voilà, ça valait le coup. Je me suis battue et je me suis pas battue pour rien. Il y a quelque chose de l'autre côté de l'arc-en-ciel, comme tu dis, de l'autre côté de la maladie, de l'autre côté de tout ça, il y a quelque chose et il faut se battre pour l'atteindre. C'est pas un combat vain en tout cas, on peut y arriver. Ok, bah merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Franchement, c'était un épisode où je me disais, oh, ça va être difficile à enregistrer, c'est des thématiques compliquées et tout. Et au final, je suis super émue parce que je trouve que t'es vraiment une belle personne. Je trouve que c'est injuste que tu aies eu à te battre et que tu aies encore à te battre contre des choses si difficiles. Donc sincèrement, je te souhaite vraiment de t'en sortir. Mais comme tu l'as dit, je pense que tu es sur une pente ascendante. Tu vas aller de plus en plus vers un épanouissement, comme on l'a dit, vers la lumière qui se trouve de l'autre côté de l'arc-en-ciel et qui finalement correspond bien à l'esprit de ce podcast. Donc voilà, juste pour te rappeler que tu es forte, tu es belle, tu es courageuse. Je suis super contente de t'avoir rencontrée et franchement, j'espère que tes mots vont résonner avec force dans les oreilles de celles et ceux qui nous écoutent. Et puis voilà, bah merci en tout cas et continue à te battre parce que tu es super inspirante et le monde a vraiment besoin de personnes comme toi. Donc voilà, merci sincèrement Isée pour ce très bel échange. Si vous aussi vous souffrez du trouble borderline et plus largement de dépression, ne restez pas seul. Vous pouvez suivre plusieurs comptes Instagram pour vous aider. Bien sûr, je vous recommande de vous abonner à Isée, dont le compte s'appelle _initiative. Vous pouvez également suivre le Psychodon, qui aborde des thématiques liées aux maladies psychiques. Le compte Soutien étudiant est également une ressource à suivre, notamment en ces moments particulièrement difficiles. Le compte Chloé Invisible sur Instagram est également très intéressant. Pour celles et ceux qui parlent anglais, je vous recommande le compte Jet Foundation, qui fait également de la prévention sur le suicide pour les adolescents et les jeunes adultes. Isée m'a également parlé de Real Depression Project, où vous pouvez vous inscrire pour recevoir une citation motivante chaque jour. Si vous êtes étudiant, vous pouvez contacter Nightline en cas de besoin. Si vous sentez que vous êtes prêt à commettre l'irréparable, contactez les secours. L'histoire d'Isée est certes difficile à écouter, mais surtout difficile à vivre pour elle et pour tous ceux qui sont dans cette situation. Mais elle a beau être dans les nuages, lutter contre les tempêtes de son fort intérieur, elle reste forte. Son sourire est un véritable rayon de soleil qui nous rappelle littéralement et plus que jamais que de belles choses positives et lumineuses nous attendent au pied de l'arc-en-ciel. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Over the Speech diffuse l'espoir par vos histoires et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui. Nous nous retrouverons dans 2 semaines pour découvrir une nouvelle invitée. D'ailleurs, si vous avez vous aussi envie de témoigner, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux ou par mail à l'adresse overtherainbow@gmail.com. Over the Rainbow, c'est aussi bien d'autres rubriques qui vous plairont. Over the News pour revoir les actus féministes de chaque semaine, Over the Facts pour de courtes vidéos informatives ou encore Over the World sur des femmes de pouvoir et des anecdotes féministes. D'ici là, je compte sur vous pour me transmettre vos retours et faire vivre ce podcast autour de vous. Et si vous en parliez à 2 nouvelles personnes après chaque écoute, alors partagez, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas, le monde est toujours plus beau si l'on voit Over the Rainbow.